Bonjour, je m'appelle Francine Aïessou Komla. Je suis naturopathe herbaliste pour la cause de l'autisme, auparavant journaliste culturelle et fondatrice de Aurore Afrique, organisation pour la réintégration des autistes et la réhabilitation des enfants spéciaux. Je vous présente une série de vidéos intitulée Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'autisme. La fois précédente, j'ai parlé du symbole de l'autisme. L'autisme est symbolisé par une ou des pièces de puzzle. J'ai parlé de ce que c'est que l'autisme, les causes de l'autisme, comment et quand se fait le diagnostic. J'ai aussi parlé des signes et des symptômes et les conséquences de ces symptômes et les problèmes associés au spectre autistique. Aujourd'hui, je continue avec d'autres sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler des enquêtes qui suivent le diagnostic. Par exemple, après le diagnostic, les parents doivent faire des enquêtes. Donc, une fois que le diagnostic est établi, des enquêtes doivent être menées pour s'assurer que l'analyse ou bien le résultat ou bien le diagnostic est exact. Ceci est également fait dans le but d'identifier l'étendue de la condition dans laquelle se trouve l'enfant. Donc, voici les enquêtes qui entrent dans ce processus. Il y a des études de neuroimagerie, l'électrocéphalographie, l'audiométrie de réponse, l'électrocéphalographie, alors, est l'audiométrie de réponse évoquée de la tige cérébrale. Donc, d'abord, l'électrocéphalographie et l'audiométrie de réponse évoquée de la tige cérébrale. Et il y a le dépistage métabolique, il y a des tests génétiques aussi à faire. Donc, chacun de ces tests a un objectif, l'objectif spécifique qui permet de mieux comprendre l'étendue du développement du cerveau et de donner une direction au traitement qui suit. Donc, après le diagnostic, les parents doivent mener des enquêtes sur l'état de l'enfant et évaluer le niveau de l'autisme de l'enfant avant de choisir le traitement. Parce que nous avons toute une gamme de traitements, il faut pouvoir choisir de bons traitements qui sont vraiment adaptés au cas de l'enfant. Donc, est-il possible de détecter l'autisme au cours de la grossesse? Oui, l'identification prénatale est possible. Des recherches récentes menées par des scientifiques du Centre de recherche sur l'autisme de l'Université de Cambridge ont permis d'identifier un moyen, poser un diagnostic probable d'autisme avant même la naissance de l'enfant. Il est possible de dépister les bébés pour détecter l'autisme dans l'utérus. Donc, il y a d'abord l'analyse de puces à ADN chromosomique. Donc, c'est une analyse chromosomique à l'ADN. C'est une nouvelle méthode d'analyse des chromosomes pour la détection de l'autisme.
Donc, ce test peut détecter simultanément des anomalies génétiques sur tous les chromosomes. Donc, j'utilise le liquide amniotique comme échantillon pour le test et le liquide amniotique est pris avec la procédure d'amniosynthèse telle que mentionnée ci-dessus. Donc, ces tests sont secondaires au dépistage clinique et peuvent ne pas être confirmatifs quand ils aident, mais ils aident certainement dans les décisions médicales. Mais personnellement, je ne conseillerais pas au moment de faire ce test. J'ai parlé de ce test parce que ça existe, c'est pour informer, mais je ne conseillerais pas aux parents de faire le test pendant la grossesse parce que la méthode qu'ils utilisent provoque des fausses couches. Et même si ils détectent une possibilité d'autisme sur l'enfant, nous avons aussi aujourd'hui des traitements. Nous avons aujourd'hui des possibilités d'aider l'enfant à s'en sortir, d'aider l'enfant à émerger et à vaincre l'autisme. Donc, pourquoi vouloir savoir si l'enfant sera autiste? Donc, la meilleure façon est de ne pas essayer de le savoir. Parce que si la maman fait ce texte et le texte révèle qu'il est possible que l'enfant ou bien l'enfant est prédisposé à être autiste, ce que les médecins peuvent, ou bien, oui, ce qu'ils peuvent proposer est un avortement, est la solution de l'avortement. Donc, pourquoi, alors qu'il y a des solutions, il y a des traitements pour aider l'enfant à émerger. Donc, je ne trouve pas la nécessité de faire ce genre de test pendant la grossesse pour provoquer ou bien pour provoquer une fausse couche ou bien pour oui, voilà, pour provoquer une fausse couche ou bien pour le résultat aussi pourrait agir sur la maman, ce qui faciliterait ce que les médecins disent. Donc, la maman a besoin d'être plus, beaucoup plus confiante pendant sa grossesse et, et, et être détendue et tout. Elle a besoin d'être bien disposée pour jusqu'au terme de la grossesse. Donc, nous avons ensuite, que pouvons-nous faire pour réduire les facteurs de risque pour les futurs parents? Donc, ceci veut dire que il y a des possibilités pour réduire des facteurs de risque. Donc, en tant que futurs parents, ou pour ceux qui planifient un frère ou une sœur avec leur enfant déjà autiste, des informations sur les facteurs de risque possibles et les mesures pour les réduire présentées ici sur l'écran sont indispensables. Et les facteurs suivants doivent être évités, donc je vais les citer. La prise d'antidépresseurs. Si on peut éviter cela avant même la grossesse et pendant la grossesse, c'est bien. Donc, la prise d'antidépresseurs, en particulier au cours du premier trimestre d'une grossesse, donc avant et pendant la grossesse. Et éviter des carences nutritionnelles.
au début de la grossesse, en particulier carence en acide folique. Donc, il y a des mamans qui prennent des vitamines. Moi, je conseillerais en tant que naturopathe, je conseillerais des aliments qui sont riches en acide folique. Éviter des infections maternelles. Donc, éviter des infections maternelles nous permet d'éviter de prendre des antibiotiques qui détruisent le microbiote, par exemple. Donc, faites tout pour éviter des infections maternelles. Éviter le stress maternel. Manger à la même heure, dormir tôt, et bien d'autres encore qui peuvent vous éviter des stress. Éviter l'exposition à des polluants chimiques tels que les métaux lourds et les pesticides, exposition à des rayons nocifs ou à des conditions environnementales extrêmes. Donc, éviter aussi l'exposition à certains médicaments nocifs pendant la grossesse. Donc, nous avons aussi des facteurs non modifiables. Donc, les facteurs non modifiables, ce sont les maladies auto-immunes de la mère, telles que la maladie colique. Donc, la maladie colique, c'est une maladie chronique de l'intestin déclenchée par la consommation de gluten et un mélange de protéines contenues dans certains céréales comme le blé, l'orge, etc. Donc, éviter la consommation du gluten, c'est aussi éviter de manger le pain et bien d'autres aliments qui contiennent le gluten. Donc, la maladie se manifeste principalement par des symptômes digestifs, comme la diarrhée, des douleurs, le ballonnement, la constipation aussi. Donc, la polyarthrite rhumatoïde aussi, c'est une maladie, c'est un facteur non modifiable. Donc, et elle est un rhumatisme, cette maladie, donc polyarthrite rhumatoïde, elle est un rhumatisme inflammatoire chronique invalidant de nature auto-immune caractérisé par une atteinte de la synoviale membrane qui tapisse la face interne des articulations. Elle induit donc des douleurs, des destructions et des déformations articulaires. Donc, ce sont des facteurs non modifiables. Donc, l'âge de la mère, par exemple, et du père. Donc, les études de recherche ont indiqué que les enfants nés de pères plus âgés ont un risque plus élevé de souffrir de l'autisme. Souvent, on pense que l'autisme, ça provient de la maman. On accuse souvent les mamans, mais les papas ont aussi quelque chose dans cette situation. Les papas aussi donnent leur part dans cette situation. Nous n'oublions pas que les bébés se forment à partir du spermatozoïde. Donc, le papa est le premier donneur des gènes et de tout ce qui peut contribuer à former le fœtus. Donc,
Donc, il y a aussi des antécédents parentaux de psychose de type schizophrénie, troubles affectifs, incluant dépression ou troubles bipolaires. Donc, si l'un des parents ou bien dans la famille, il y a des problèmes des antécédents de schizophrénie, par exemple, ou bien des troubles affectifs, des dépressions, par exemple, pas seulement au niveau du papa ou bien de la maman, mais dans la famille, cela pourrait aussi être un facteur qui peut contribuer à, 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 à l'autisme chez le nouveau-né, chez l'enfant. Donc, donc, on prend toutes ces précautions, mais parfois, il peut toujours arriver qu'on ait un enfant autiste. Donc, dans ce cas, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire malgré qu'on a pris des précautions, mais on remarque que on a un enfant autiste. Donc, avant même de procéder au traitement médical ou bien avant même de demander de l'aide aux spécialistes ou bien l'apport des spécialistes, il y a des choses que les parents peuvent eux-mêmes savoir pour aider leurs enfants. Donc, on les, on, on les prend par cas, par des symptômes qu'on retrouve chez les enfants. Donc, du côté relations sociales et réciprocité, on remarque que ces enfants ont un mauvais contact visuel ou carrément une absence de contact visuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à s'en sortir ou bien pour les aider à émerger? Donc, le parent peut déplacer des lumières vacillantes devant les yeux, de l'enfant. Et donc, suivre comment il pourrait observer l'enfant, comment il pourrait suivre la lumière par ses yeux. C'est le stimuler donc à remarquer la lumière et à pouvoir suivre les mouvements de la lumière. Ça éveille aussi le cerveau. Donc, tenir des objets scintillants près de ses yeux et encourager l'enfant à regarder dans vos yeux. Donc, pratiquez une routine journalière, gardez votre maison sobre sans trop d'objets et tenez compte de ses préférences donc quand vous décorez votre maison et gardez la quantité de jouets utilisés dans une pièce au minimum. Ce qui veut dire que les enfants autistes ont des problèmes sensoriels. Donc, quand la maison est trop surchargée d'objets, ils commencent à s'énerver et parfois ils deviennent agressifs et aussi ils manifestent leur mécontentement ou bien leur gêne par des mouvements stéréotypés ou bien par des vocalisations. Donc, gardez votre maison sobre, pas trop de jouets, que votre maison soit bien rangée. Ensuite, si vous remarquez que votre enfant est incapable de répondre aux signaux sociaux, apprenez à votre enfant les émotions
en utilisant des images et pratiques avec eux. Il y a des jeux, il y a des manières de jouer avec ces enfants pour pouvoir leur apprendre les émotions. Il y a aussi des images qu'on leur montre pour quand on parle ou bien quand on veut leur expliquer des choses. Ceci avec l'utilisation donc des histoires sociales, donc des contes, leur raconter des histoires, des contes et le jeu de société, prendre des tours, jouer à deux, commencer par jouer à deux et puis augmenter le nombre à 3, à 4. Là, l'enfant apprend à être plus sociable, à attendre, à patienter, à prendre son tour. Donc, l'enfant apprend à se socialiser. Donc, si vous remarquez que votre enfant ne maintient pas de relation avec les enfants de son âge, ce qui est fréquent chez les enfants autistes, euh, euh, donnez-lui l'occasion donc de pouvoir rencontrer beaucoup plus des enfants de son âge. Donnez-lui la possibilité de communiquer et d'être en compagnie avec ses camarades. Donc, chaque tentative de socialisation de leur part devrait être récompensée. Donc, quand l'enfant fait quelque chose de bien, quand il réagit bien, vous le récompensez. On peut les récompenser par des célébrations, c'est-à-dire lui faire des compliments, applaudir, lui faire des bisous, l'embrasser, et etc. Aussi, j'ajouterai, quand vous donnez la possibilité à votre enfant de se socialiser ou bien de rencontrer ses camarades, donnez-lui l'occasion, donnez-lui assez de temps de réagir ou bien de répondre. Parce que les enfants ou bien les personnes autistes ont besoin plus de temps pour travailler les informations qu'ils reçoivent dans leur cerveau avant de pouvoir réagir. Donc, nous allons aussi voir les réponses émotionnelles. Je vais parler des réponses émotionnelles. Si votre enfant affiche des comportements émotionnels, parce que c'est le cas chez les enfants autistes, donc les comportements émotionnels inappropriés comme la rage, la colère, l'anxiété, la peur, des cris et des pleurs. Donc, c'est ce que nous remarquons souvent chez les personnes autistes. Donc, les autistes ont besoin de cohérence. Ce sont des personnes qui n'ont pas de cohérence. Donc, ils ont besoin, comme le cerveau ne fonctionne pas exactement comme les nôtres, ils ont besoin plus de cohérence. Donc, des règlements très simples. C'est pourquoi je disais que la maison ou bien le lieu, la salle de, de classe doit être sobre, simple, sobre, pas trop d'objets qui surchargent la maison. Donc, ils ont besoin plus de cohérence, des règlements très simples et précis et réguliers. Donc, la routine. Là, on pratique la sobriété et la routine. Et s'ils montrent des signes d'irritation envers des objets, des sons, supprimés-les de l'environnement. Donc, les supprimer de l'environnement carrément pour l'aider à se calmer. Donc, si votre enfant s'engage dans des mouvements qu'on appelle self-stimulants, donc des mouvements répétitifs des mains,
du corps, des yeux, de la tête. C'est donc de l'autostimulation. C'est une meilleure façon de gérer leurs émotions. Engager, essayez de les engager dans des activités qui les gardera occupés, mais assurez-vous que c'est une activité qu'ils aiment et qu'il a envie de faire. Bon, je donnerai l'exemple des mouvements répétitifs. Par exemple, l'enfant vacille son corps de gauche à droite ou bien de la droite à la gauche, ou bien vacille son corps de l'avant en arrière ou bien de l'arrière en avant. L'enfant fait des mouvements répétitifs avec sa main qu'on appelle hand flapping, ou il fait des mouvements avec ses yeux. Il peut regarder dans le coin de ses yeux, pencher sa tête. Ça peut paraître des grimaces, mais tout ceci, c'est pour se stimuler, c'est pour gérer son émotion. Ça leur permet de se calmer, de ne pas sombrer dans l'anxiété ou bien dans la colère. Donc, ils font ces mouvements pour se calmer. Donc, vous allez l'engager dans des activités, bien sûr, des activités qu'il aime, et lui démontrer de l'affection, démontrer que vous êtes vous-même enthousiasmé par cette activité pour avoir son attention et son intérêt pour l'activité. Donc, nous remarquons aussi que ces enfants manquent de peur devant le danger. Ceci est donc le dysfonctionnement du système nerveux et peut entraîner l'hyper ou l'hypoactivité. Dans les cas de l'hyperactivité, l'enfant prendra des risques fous. Il peut détruire des jouets, des objets. Et dans le cas de l'hypo, ils ont besoin de plus de stimulation. Cela entraîne aussi une perte de contrôle. Je donnerai un exemple. Dans ce cas, l'enfant se tient sur la route ou bien il se tient au milieu de la route et arrive une voiture. L'enfant ne se rend pas compte qu'il doit quitter. Donc, il peut rester là il ne se rend pas compte du danger qu'il court. Donc, cela provient du dysfonctionnement du système nerveux. Il y a l'absence de communication entre ces cerveaux. Donc, le cerveau frontal qui voit le danger, qui prend l'image du danger et qui le communique au cerveau gauche, et ce cerveau communique alors l'information au cerveau droit, et le cerveau droit réagit. Donc là, la personne ou bien l'enfant sait qu'il doit quitter. Mais ce système d'information, de communication n'existe pas parmi les cerveaux. Donc l'enfant ne se rend pas compte qu'il court un danger. Donc ceci explique sa réaction. Donc ceci explique que devant un danger, il est là, il ne quitte pas. Parce qu'il n'y a pas de communication. Le cerveau frontal ne fonctionne pas
comme ça se doit. Il ne prend pas l'image, il ne capture pas l'image, donc il ne communique pas l'image au cerveau gauche. Le cerveau gauche non plus donc ne peut pas non plus communiquer ce qu'il a reçu du cerveau frontal au cerveau droit pour que la personne prenne la décision de se protéger ou bien de quitter. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, voyons un peu leur aspect cognitif. Leur aspect cognitif, il y a une manque d'attention et de concentration, souvent chez les enfants autistes, parce qu'ils sont hyperactifs ou bien ils sont hypo. Donc, vous allez éviter l'encombrement à la table d'études. On revient toujours à la sobriété. D'abord, la salle d'études doit être sobre, pas trop d'objets, juste ce dont il a besoin et bien rangé. Et utiliser des couleurs plus sombres pour aider à améliorer leur concentration, des couleurs apaisantes. Éviter des couleurs vives. Offrez-lui une pièce séparée pour étudier. Donc, il doit avoir une pièce séparée afin de pouvoir être seul et concentré sur ses études. Assurez-vous que cette pièce utilise des couleurs apaisantes, donc pas de couleurs vives. Certains enfants sont aussi distraits par le visuel. Voilà pourquoi il faut que la salle soit sobre, pas trop de couleurs, pas trop d'objets. Donc, réduire les distractions. Donc, il y a ce que nous appelons délai de réponse, le temps. Certains enfants ont besoin de plus de temps pour traiter l'information. Comme je le disais, ils reçoivent l'information normalement, ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour traiter ces informations avant de pouvoir répondre. Dans de tels cas, utiliser les méthodes lumineuses, les couleurs et visuelles. Et les méthodes lumineuses, des couleurs et des visuels, c'est pour attirer son attention sur l'information que vous lui, transmettez. Donc, les visuels, c'est soit l'objet ou bien une photo ou bien une carte de l'objet dont vous parlez. Je donne un exemple. Vous lui demandez s'il veut manger une pomme. Parlez, montrez la pomme ou faites parler verbalement, communiquer verbalement en faisant aussi des gestuels et montrez-lui la pomme. Et faites le geste. Veux-tu manger la pomme? Montrez-lui la pomme et faites aussi le geste. Il comprendra, il saisira plus vite l'information. Mais imaginez que vous lui demandez s'il veut manger une pomme. Vous n'avez pas la pomme dans les mains ou bien dans la main et vous ne faites pas non plus de geste. Là, il y aura un problème. Donc, parlons de la compétence et l'habileté motrice. L'écriture, par exemple. Les enfants autistes ont des problèmes de motricité. Donc, vous allez lui apprendre à écrire avec, comme si en jouant avec des crayons de couleur, de grabouillage, de coloriage. Il y a des méthodes pour lui apprendre à tenir correctement les crayons. Et il existe aussi des exercices physiques avec la main, avec les doigts, pour fortifier ses muscles. Donc, se concentrer sur l'amélioration du contact visuel.
le spectre autistique peut entraîner des troubles d'apprentissage chez l'enfant à divers niveaux, mais certainement pas les rendre stupides. Donc, les enfants autistes, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas stupides, bien qu'ils traitent différemment les informations que nous recevons tous. Ils réagissent différemment face à des situations, mais ils ne sont pas du tout stupides. Certains enfants sont doués en particulier dans les mathématiques ou sont doués dans la musique, des instruments de musique, et certains avec les arts, dans l'artisanat par exemple. Donc, utiliser ces talents pour se construire, pour construire la confiance et se mêler à leur père. Donc, d'abord, utiliser ces talents pour renforcer, d'abord construire une relation entre vous et votre enfant, renforcer cette relation et de là pouvoir l'aider à intégrer ou bien à se socialiser avec ses pairs. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons continuer. Donc, je vais continuer la prochaine fois ma vidéo par le langage verbal et la communication. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, envoyez-les à auroreafrique@gmail.com. Aurore avec ORAURES Afrique@gmail.com. Vous pouvez aussi prendre contact avec nous à partir de notre page Facebook Aurore Africa, ORAURES Africa, AFRICA. Visitez notre site internet www.aurore.org, www.aurores.org. Nous avons aussi un groupe de soutien pour les parents, un groupe WhatsApp pour soutenir moralement les parents et les informer sur les traitements et leur enseigner des astuces pour soulager leurs enfants ou pour aider leurs enfants et leur faciliter le quotidien. Si vous voulez intégrer ce groupe WhatsApp, écrivez au numéro 00353, donc 00353 89 95 32 930. Donc, si vous voulez intégrer le groupe des parents, le groupe de soutien pour les parents, écrivez à 00353 89 95 32 930. À bientôt. Au revoir.